Bonjour et bienvenue à la table des économistes. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous des ressources non renouvelables et tout particulièrement du problème qui découle de ces ressources et du partage de ces ressources avec les générations qui viendront après la nôtre. Il y a des biens qui existeront toujours. Les arbres qui repoussent ou les poissons qui peuplent le mer, les animaux qui se multiplient. Et quelque part, pourvu qu'on ait le temps, qu'on leur laisse le temps, que nous en mangions, nous en coupons, nous en servions à un rythme soutenable, ces biens-là seront là pour les générations à suivre sans véritablement trop de problèmes. Ce n'est malheureusement pas le cas de n'importe quel bien. Il y a d'autres biens, je pense à des biens comme les métaux, les terres rares, le minéral, le pétrole, le charbon, qui existent dans une quantité et dans un stock limité. Ce stock, voilà, c'est une quantité donnée. Une fois qu'il n'y en a plus, il n'y en a plus pour toujours. Tout ce qui est brûlé, fondu, employé, la casserole qui rouille, le stylo plastique qui casse, l'ordinateur qui arrête de fonctionner. Une fois qu'ils ont cessé leur fonction et on les a jetés, c'est une partie de ce stock de matériel épuisable, de métal ou de pétrole pour le plastique ou de terres rares pour les ordinateurs, qui est épuisé et qui ne reviendra pas. Donc la question qui se pose, c'est comment utiliser équitablement ces ressources. En fait, peu importe qu'on soit économe, même un tout petit usage implique que, comme chaque usage est un usage définitif, à un moment donné, il n'y en aura plus. Donc, même si on est très économe, même si on est très parcimonieux dans notre usage, il y aura des générations dans le futur qui n'auront plus de ces ressources à disposition. Et donc, fondamentalement, nous sommes en train, si nous utilisons de ces ressources, de décider, implicitement, que comme il y en a pour nous, il n'y en aura pas pour quelqu'un d'autre. Et si on décide de ne pas s'en servir, on laisse juste ce même paradoxe se reproduire de génération en génération, parce que le même discours sera vrai pour ceux qui viendront après nous. C'est une question de temps, les ressources finiront. Et comme ce même dilemme se pose pour chaque génération, c'est vraiment un problème de prendre ou de laisser. Le seul taux qui n'épuise pas la ressource, le seul taux qui ne pose pas de problème, c'est un taux d'exploitation nul. C'est de ne rien utiliser, de ne rien employer. Mais bien sûr, un taux d'utilisation nul n'est pas très intéressant. Ça ne répond pas véritablement au problème parce qu'il correspond à ne rien faire. Et quelque part, ce problème-là de l'exploitation des ressources est un problème qui s'était déjà posé à l'époque de Jevons et dont je vous avais déjà parlé dans un autre épisode dont je vous laisse les liens en copie. L'épuisement des ressources a préoccupé Jevons, a préoccupé aussi des générations qui ont suivi et tout particulièrement a été très fortement ressenti par les Américains au moment où la conquête de l'Ouest s'arrête. Ils arrivent quelque part au contrôle complet de leur territoire et s'aperçoivent que les ressources de cet immense territoire sont finies. Et donc, à un moment donné, comme elles sont finies, elles s'épuisent. Et se pose alors le problème de la gestion optimale du tout auquel il vaut la peine d'utiliser ces ressources. À quelle vitesse les consommer, sachant que il y en a une quantité finie. Et ce problème préoccupe les politiciens de cette époque comme il préoccupe les politiciens d'aujourd'hui. Et il implique des difficultés, notamment des difficultés d'ordre éthique et moral, de partage avec nos neveux et nos successeurs. Alors, l'idée généralement est relativement simple. L'intuition que nous avons tous, c'est qu'un tien vaut mieux que deux tu l'auras, et que donc consommer aujourd'hui, c'est mieux que consommer demain. Sauf que c'est pas exactement ça le problème qu'on a. La question qu'on est en train de se poser, c'est pas est-ce que je préfère consommer aujourd'hui plutôt que je préfère consommer demain. La question qu'on est en train de se poser, c'est est-ce que je préfère consommer aujourd'hui? Est-ce que je suis plus légitime à consommer aujourd'hui que ne le sera une personne qui viendra après? Donc c'est pas mon présent par rapport à mon futur, mais c'est mon présent par rapport au présent de quelqu'un d'autre.
Et donc, la question qu'on est en train de poser là, c'est vraiment le taux d'escompte qu'il faut appliquer à l'usage d'un bien, c'est-à-dire dans quelle mesure les présents devraient être préférés au futur, dans quelle mesure j'ai plus de droits que mes successeurs à utiliser la ressource, et donc quel taux d'escompte appliquer à sa valeur, donc à quelle vitesse j'ai le droit de me servir de cette ressource, tout en sachant que je suis en train d'en priver des gens qui suivront. Et c'est dans ce contexte-là que Hotelling, Harold Hotelling, le Hotelling dont nous avons déjà parlé, a une idée très brillante. Il dit les taux d'escompte, la valeur à laquelle un bien vaut mieux que 2 tu l'auras, dépend du taux d'intérêt. Pourquoi il dépend du taux d'intérêt? Parce que Hotelling dit fondamentalement, si vous laissiez un métal, un bien, du charbon, du pétrole enfui dans une mine ou sous la terre, c'est comme si vous les mettiez dans une banque qui garde votre stock sans vous donner de taux d'intérêt. Sauf qu'il existe des banques, les vraies banques, qui vous donnent un taux d'intérêt. Donc, à minima, si vous les laissez vous laissez les biens sous la terre, c'est-à-dire dans une banque à taux d'intérêt nul, vous perdez les taux d'intérêt que vous aurez eu le droit de toucher si vous avez mis dans une vraie banque. Et donc, quelque part, à minima, il faut escompter la valeur d'un bien qu'on n'a pas extrait au taux d'intérêt. Au taux d'intérêt qui change dans le temps, donc il faut l'escompter au taux d'intérêt qu'on va rencontrer à travers la période du temps où on a laissé les choses enfuies dans une mine. Et cette manière-là de compter la valeur des choses permet d'appliquer donc un taux d'escompte et de mettre un rapport à la valeur aujourd'hui avec la valeur future. Les choses perdent de valeur à la vitesse du taux d'intérêt, à la vitesse à laquelle l'argent prend de la valeur si on le laisse dans une banque. Ok, c'est pas mal comme idée, et en plus Hotelling dit attention, bien sûr, si une ressource se raréfie parce qu'on l'épuise, elle prend de la valeur parce qu'il y en a de moins en moins, et moins il y a de trucs, plus ça vaut. Donc il faut prendre en compte aussi cette augmentation de la valeur par rapport à la quantité qui reste disponible. Et donc il faut faire un trade-off, il faut faire une balance comptable entre la raréfaction du bien et les taux d'intérêt. Et c'est comme ça qu'on arrive à trouver la bonne vitesse à laquelle exploiter une ressource. Et c'est bien, c'est une dynamique qui permet de raisonner sur la vitesse optimale d'exploitation d'une ressource. Sauf que, d'accord, Hotelling sait déjà, il s'en rend compte tout seul, que ce discours-là est un peu problématique. Par exemple, il ne prend pas du tout en compte la valeur que quelque chose pourrait avoir lorsqu'il n'y en a plus. C'est-à-dire, dans le calcul d'Hotelling, une ressource ne possède une valeur que tant qu'il y en a encore quelque part enfouie dans des mines. Une fois qu'elle est épuisée, elle cesse d'avoir de la valeur. Mais vous pouvez vous dire, en fait, c'est raisonnement un peu bizarre. J'essaye de m'expliquer. Aujourd'hui, il y a des ressources qui n'existent plus. Par exemple, les dodos ont disparu. Alors, imaginez que l'omelette d'œuf de dodo ait été un truc particulièrement bon et exquis. On n'en sait rien. Peut-être que c'était le cas. Est-ce que le fait que nous ne puissions plus manger d'omelette d'œuf de dodo est une perte dans quelque genre pour nous qui n'avons plus de cet oiseau et donc de ses œufs? Si c'est une perte, le calcul d'Hotelling n'est pas capable d'en tenir compte. Et donc, déjà, les raisonnements d'Hotelling n'est pas tout à fait impeccable, il en est parfaitement conscient. Sauf que ce sont les années de la crise. Lorsqu'il écrit son papier, c'est 1931, de la grande crise économique américaine de 29, de toutes les réflexions sur les taux d'intérêt, la monnaie, l'injection des monnaies dans le circuit économique, le chômage, tous les grands débats que vous avez peut-être entendu mentionner à un moment ou à un autre. Et Hotelling réfléchit au taux d'intérêt et il se rend compte qu'en fait, le taux d'intérêt, il ne tombe pas du ciel. Dans son calcul, dans son raisonnement, le taux d'intérêt est quelque chose qui est complètement indépendant de la ressource, de l'usage de la ressource, mais aussi de la volonté des individus. Mais c'est pas tout à fait ça. Le taux d'intérêt dépend, bien évidemment, des décisions
étatiques, de décisions politiques. Et l'État est capable, à travers ses actes et ses décisions, d'influencer le taux d'intérêt. Et donc, Hotelling commence à se dire, en fait, il y a un problème. L'État peut impacter sur le taux d'intérêt et en 1951, il en vient à se poser la question sous une forme complètement nouvelle. Lors d'un séminaire à Paris, il s'est dit quel est le taux d'intérêt qu'un État bienveillant choisit à travers ses politiques pour optimiser l'exploitation des ressources, c'est-à-dire si le taux d'intérêt est le facteur qui détermine la vitesse d'épuisement, mais que ce facteur, il peut être directement influencé par des politiques étatiques, alors fondamentalement, la manière d'impacter les taux d'intérêt choisis par l'État est aussi une manière d'impacter la vitesse d'épuisement des ressources. La question d'Hotelling, quelle est la bonne politique étatique à mettre en place, est restée encore de nos jours sans réponse. Il n'y en a pas véritablement de brillantissime à donner, et donc reste une question ouverte à laquelle on doit toujours répondre. J'en termine là pour aujourd'hui. Merci de votre écoute et à bientôt à la table des économistes.